Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue à nos nombreuses formations différentes donc dans cet amphithéâtre de Césy Nanterre aujourd'hui. On a des mastériens spécialisés, industrie, il me semble, donc amélioration continue et management par projet. Également des management de direction opérationnelle, industrie. Et puis des chargés d'affaires BTP. Merci à eux aujourd'hui d'être là. Nous avons également notre public à travers l'écran grâce au live, disponible depuis 4 ans maintenant. Nos 25 centres en France qui nous suivent, donc d'autres apprenants, des tuteurs, également des salariés saisis, mais aussi nos partenaires institutionnels, toutes les personnes avec qui on travaille, mais également vos réseaux qui sont nombreux à nous suivre chaque semaine, personnels ou professionnels. Je vous renvoie encore l'information. Le lien live est diffusable, gratuit, unique pour toute la saison. N'hésitez pas à transférer ces informations pour que chaque personne intéressée par les thématiques proposées par les causeries saisies puisse les suivre chaque semaine, que ce soit vous en présentiel de temps en temps ici, mais surtout donc voilà en live. Je vous rappelle, pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui nous regardent pour la première fois, les causeries saisies, c'est un cycle de conférences proposé depuis 9 ans maintenant, tous les mardis de 13h à 14h. Vous cliquez à 13h sur le lien comme je vous l'ai dit et vous suivez la causerie de fin octobre à fin avril. Aujourd'hui, donc, je vous propose une nouvelle thématique qui n'était pas prévue au programme. On a malheureusement notre causeuse qui a un empêchement médical, elle n'a pas pu venir. Et j'ai le grand honneur de vous présenter une causeuse qui m'a sauvée, donc il faut le dire, qui vient aujourd'hui, Aude Célie, vous présenter donc une thématique évidemment très d'actualité, hein, le sens du travail, l'entreprise. Et puis tout ce qui est risques psychosociaux également. Elle va vous présenter son parcours mieux que moi. Et je voudrais vous préciser que l'intérêt des causeries, c'est quoi ? Le concept, c'est de partager, d'avoir une curiosité, de récolter des informations, mais aussi d'échanger avec la causeuse. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit via le live, à travers l'adresse mail causerie au pluriel idfc tout accroché @cesi.fr. Je répète, causerie au pluriel idfc @cesi.fr. Je me ferai votre porte-parole ou donc dans la salle en levant la main bien en amont et je vous apporterai un micro afin que tout le monde puisse entendre vos interrogations et la causeuse du jour sera ravie de répondre à vos interrogations. N'hésitez pas, donc, pendant les 10 dernières minutes, à poser vos questions. S'il y a trop de questions, évidemment, on enverra par mail et vous aurez vos réponses un petit peu après. Je précise également qu'il y a des replays sur l'ensemble des autres thématiques des dernières années. Alors, pas du 100%, parce qu'il y a des droits à l'image, etc. Mais majoritairement, vous pouvez retrouver les 3 dernières années des causeries sur la chaîne YouTube Césy, dans la playlist Les causeries Césy. Donc, n'hésitez pas, je laisse la parole maintenant à Aude, qui va entamer sa causerie. Merci à tous. Bonne causerie. Allô ? Ouais, vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ravie d'être là pour vous parler d'un sujet. Honnêtement, c'est probablement un des sujets les plus importants aujourd'hui. On est en 2023. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas entendu ce mot-là dans les médias ou même d'ailleurs pour soi-même. Parce qu'au final, on est là, vous êtes là pourquoi ? Parce que vous passez des études, parce que vous allez avoir un diplôme et que demain, vous allez être dans une entreprise. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu en cours ? Je ne vous vois pas. Il n'y en a pas. Parfait. Ouf, magnifique. Donc du coup, ce sujet est extrêmement important parce qu'il vous concerne. Je vais prendre le temps de me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Aude Célie. Donc je suis auteure, je suis coach et je suis praticienne en neurosciences. En fait, le 23 mai 2012, j'ai décidé de faire une tentative de suicide suite à arriver en fait à la fin du processus de l'épuisement professionnel. C'est tellement important ce que je vais raconter aujourd'hui, je suis trop contente d'être là. Donc 7 mois après, j'ai écrit mon premier livre en 6 jours. 2 ans après, j'ai écrit le deuxième qui est Burnout et après, comment se reconstruire et comment le prévenir. Le troisième en 2019 qui est... il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Aude, comment ça se fait que tu aies réussi à remonter, à reprendre une activité professionnelle ?
Ça a été tout un chemin, tout un cheminement. Donc, ça a duré. Donc, en 2019, j'ai sorti ce dernier livre qui était Renaissance, il y a une vie après le burn-out. Et entre-temps, donc, j'ai changé de maison d'édition. Donc, maintenant, je suis chez Duno. Et quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit « Oh, mais tu as écrit 3 livres, mais est-ce qu'il n'y a pas un sens, parce qu'il n'y a pas une suite, une logique, finalement, dans ce que tu as écrit ?» Et en fait, clairement, il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc, on a décidé de rassembler les 3. Évidemment, quand j'ai fait mon burn-out, c'était il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Il s'est passé que j'ai repris mes études, que j'ai découvert, honnêtement, j'ai découvert un sujet. Même moi qui suis en RH, j'en avais jamais entendu parler. Déjà, j'avais jamais entendu parler du burn-out et j'avais jamais entendu parler des risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, je ne pense pas non plus qu'il y a une personne qui n'ait pas entendu ce mot-là, pareil, dans la presse ou même en entreprise. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai évolué. J'ai donc décidé de revenir d'évoluer en QVT RPS. Et récemment, j'ai décidé aussi de travailler sur le cerveau. Parce que votre cerveau, il est plus fort que vous, il décide avant vous. 230 millisecondes avant, votre cerveau a décidé exactement. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que vous faites, en train de m'écouter, vos pensées, peut-être vos critiques que vous avez à l'intérieur, ou plutôt, voilà, le côté positif en disant ouais, ça va être intéressant, etc. C'est le cerveau qui a déjà décidé avant. Toutes les décisions que vous prenez, je pense que vous avez déjà entendu parler du fait que notre vie est régie à 95% par le subconscient et 5% par le conscient. Donc moi, en ayant obtenu ce diplôme, mon objectif, c'est de travailler, j'accompagne des personnes, donc j'accompagne les femmes, donc j'ai créé un programme de coaching pour elles et j'ai créé un programme de coaching pour les étudiants. Et donc l'objectif, c'est de vous aider à comprendre les mécanismes décisionnels et un peu de ramener le subconscient vers le conscient. Voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. Et donc je suis conférencière et j'ai donc Autopsie d'un burn-out, c'est le dernier livre qui est sorti en septembre. Donc voilà pour ma présentation. Allons-y. Alors déjà, première question, je vais vous demander juste de lever la main. Qui est-ce qui a déjà entendu parler du quiet quitting? Levez la main. C'est intéressant, ça n'a pas beaucoup. Ok, donc le quiet quitting, vous allez voir, c'est intéressant dans le sujet. On appelle ça la démission silencieuse. La démission silencieuse, aujourd'hui, quand on le traduit, finalement dans le concret, c'est qu'on considère que les salariés sont dans l'entreprise et en fait qu'ils font juste leur boulot, qu'ils n'ont pas envie de faire plus. Il y a d'autres mots qui arrivent. Le quiet hiring. Donc, le recrutement silencieux. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'en gros, il y a des salariés qui font leur travail et qui vont donner un peu plus que ce qu'ils sont censés faire. Et le quiet hiring, c'est l'entreprise, c'est l'employeur qui décide de profiter des personnes qui font plus que, et au final, qui n'obtiennent pas le salaire ou la reconnaissance. Il y a le quiet firing. Alors ça, c'est le quiet firing. Comment est-ce qu'on pourrait dire non, c'est le licenciement silencieux. Alors ça, clairement, ça aussi, c'est intéressant puisque le quiet firing, au final, c'est la mise au placard, en fait. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle de mots anglais. Et imaginez que ces termes, ils ont existé, ils ont émergé depuis les années 2020. Mais pourquoi? Parce qu'en 2020, il s'est passé une des choses qui sont les plus importantes dans le milieu du travail. Il y a eu la crise. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la crise? Pendant la crise, qu'est-ce qui s'est passé quand on était confinés? Si j'étais en classe, je vous poserais la question, mais là, vous êtes trop nombreux. Et bien, en fait, on s'est remis en question. Pendant le confinement, beaucoup se sont demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Beaucoup se sont demandé et même ont constaté que ce qu'ils faisaient, ça ne leur plaisait plus. Il y en a qui ont habité, qui ont supporté le confinement dans des pièces exiguës. Il y en a qui ont dû supporter, vous en faites partie,
des cours à distance. Qu'est-ce que vous avez vécu aussi? Le lien qui s'est rompu, puisque on ne pouvait plus voir personne, avec les cafés Zoom, moi personnellement j'en peux plus. Mais effectivement, il s'est passé une chose qui a complètement bouleversé le milieu du travail. Donc le sujet de la quête du sens au travail, elle est importante parce qu'il se passe ça. Le mal professionnel du siècle. Alors j'ai marqué le burn-out, mais je pense que j'aurais dû mettre juste l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui a déjà entendu le mot burn-out ou lu quelque part? Levez la main. Ok. Quasiment toute la salle. Ouais, à peu près. Qui est-ce qui a déjà entendu le mot brown-out? Brown-out, ok. Donc burn-out, en fait, c'est l'épuisement professionnel par la surcharge de travail. Brown-out, alors c'est intéressant parce que, brown, ça veut dire marron. Donc je pense que c'est parce que c'est pas une couleur qui est très claire. Mais en gros, ça veut dire que c'est la perte de sens. Il y a aussi le fait qu'on a appelé, c'est le bore-out. Est-ce que vous avez entendu parler de ce terme-là? Levez la main. Voilà. L'épuisement professionnel par l'ennui. Et puis un petit nouveau qui est arrivé là, c'est le blurring. Et le blurring, en fait, c'est to blur, c'est flou. Et en fait, c'est la porosité qu'il y a entre la vie privée et la vie pro. Et donc, quand je vous parle de tous ces termes-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que ce sont des termes qui sont négatifs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le milieu du travail est un milieu qui est difficile. C'est un milieu où on se pose tellement de questions. Et en fait, vous allez comprendre tout à l'heure, c'est que ça a un impact tellement important qu'on en est là. Aujourd'hui, donc, et encore, quand je parle de burn-out sévère, c'est au moment où la personne s'est écrasée. C'est au moment où la personne, en fait, c'est au moment où il y a la rupture entre le corps et l'esprit. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on n'a pas le cerveau, quand on n'a pas le mental, quand on n'a pas la tête, en fait, on est des poupées de chiffon. Donc, on ne tient pas. 2,55 millions en burn-out sévère. Et je ne vous parle même pas de ceux qui sont rentrés dans le processus. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante avec ce que j'ai vécu et avec ce que je fais aujourd'hui. Alors déjà, il faut comprendre que le burn-out, c'est la pathologie de la perte de sens et du conflit de valeurs. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer dans le détail ce que c'est, mais en tout cas, sachez que c'est un processus en 4 phases. La première phase, c'est la phase du plaisir. Tout se passe bien, on est motivé, on aime ce qu'on fait. Et il y a une chose qui est importante que vous devez avoir en tête, c'est que le stress fait partie du jeu. Le stress, on ne peut pas l'empêcher en entreprise. En revanche, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a 2 types de stress, parce que si je vous posais la question, je pose la question d'ailleurs, est-ce que pour vous, il y a du bon et du mauvais stress? Levez juste la main, vous ne pouvez pas me répondre. Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais stress? Yes. Eh bien, en fait, non. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 types de stress. Il y a le stress qui est ponctuel et le stress qui est chronique. Donc, c'est le stress, en fait, qui est dans la durée. Donc, ce qui pose problème, ce n'est pas le stress ponctuel. Le corps est capable de gérer ça. Il va développer, il va sécréter les hormones pour pouvoir gérer l'instant, le challenge à relever. En revanche, quand le stress est tout le temps, les hormones ne vont pas arrêter d'être sécrétées. Et notre corps, c'est un peu comme la planète, il a des limites. Et ce qui est génial, en fait, avec ce corps, c'est que quand il est en surchauffe, il envoie des signaux. Il envoie des signaux de alerte, alerte, alerte. Il y a trop de stress, ça commence à être trop pour moi. Et là, on va parler de charge mentale. Donc c'est important de comprendre que au final, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la quête de sens, et du coup ce que je vais vous expliquer, c'est l'entreprise responsable, c'est pour empêcher ça. C'est pour empêcher ça parce que les profils de ceux qui font des burn-out sont des personnes qui sont extrêmement motivées, qui aiment leur boulot, qui sont impliquées, qui sont compétentes. C'est des personnes qui sont investies. Donc imaginez, c'est eux qui s'écrasent. Donc, avoir une entreprise responsable, c'est une entreprise qui fait ça. Donc, j'ai envie de vous donner une définition en fait, de qu'est-ce qu'une entreprise responsable. Et si je devais vous donner une définition, ce serait ça. C'est une entreprise qui a tout compris. Une entreprise qui a tout compris parce qu'il y a beaucoup de choses à faire
pour faire en sorte qu'on évite les 2,55 millions de burn-out, voire plus. Est-ce que quand une entreprise a tout compris, ça veut dire qu'elle s'intéresse aux sujets qui sont fondamentaux? On va en parler tout de suite parce qu'il y en a 5. Mais avant ça, je voudrais vous donner, parce que je vous ai donné ma définition qui a tout a compris, mais là, je vais vous donner la définition de la stratégie qui permet à l'entreprise d'être responsable. Cette stratégie regroupe donc la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Cette stratégie regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. Donc clairement, quand on lit ça, je pense que tout le monde a envie de bosser dans une boîte qui fait ça. Sauf que ce n'est pas si simple. Ce qui n'est pas si simple, c'est qu'il va falloir travailler sur plusieurs sujets. Première question, enfin, une autre question, levez la main si vous êtes concerné. Est-ce que pour vous, le bien-être au travail est important pour vous pour pouvoir vous sentir bien? Levez la main. Ok. La grande majorité de la salle. Je Ouais, dis ça pour les personnes qui nous regardent parce qu'ils ne voient pas la salle. Ok. Et en fait, vous savez quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas que les conditions de travail qui comptent. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui comptent pour être bien au travail. C'est pas parce que d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas parce que j'ai des bonnes conditions de travail que je vais pas être pas bien au boulot. C'est intéressant parce que la vie privée et la vie pro, elles sont maintenant tellement il y a tellement de porosité qu'on ne peut pas me faire croire que quand je fais 9h-17h, à 17h01, j'ai oublié ce qui s'est passé au boulot. Et on ne peut pas me faire croire que quand je vais au boulot à 8h30, à 8h29, j'ai oublié ce qui s'est passé à la maison. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la qualité de vie au travail, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a encore changé on adore faire ça en France, de terminologie, c'est qu'on est passé de la qualité de vie au travail à la qualité de la vie et des conditions de travail. Ce qui veut dire c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On parle d'une seule chose, quand je vous dis quiet firing, etc., on parle du stress au travail. C'est la seule chose dont on parle. Par contre, on aime bien donner d'autres noms. Donc effectivement, il n'y a pas que la QVT qui compte aujourd'hui. Il y a un petit peu quand même l'environnement et le développement durable. Qui est-ce qui est inquiet par le climat, par le réchauffement climatique? Levez la main. Qui est-ce qui est inquiet? Ok. Donc, j'ose croire qu'une entreprise qui travaille sur ce domaine est une entreprise dans laquelle vous allez avoir envie de travailler. Alors, quels sont les piliers d'une entreprise responsable? L'environnement et le développement durable est un des 5 piliers qui est extrêmement important pour que l'entreprise réponde à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Okay. En termes d'idées, parce que l'environnement et le développement durable, c'est marrant parce que quand je suis venue récemment à l'école, j'ai pris un café. Et en fait, j'ai regardé votre machine à café et il y a une chose qui m'a surprise, c'est la ligne à gauche, là, où c'est du bio. Alors, je me suis dit, OK, donc quelle est la différence entre celui-là? En fait, finalement, vous allez aller vers quoi? Moi, quand j'ai vu bio, je me dis, forcément, je vais aller de ce côté-là. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le bio, c'est une stratégie que peut utiliser une entreprise. Entre autres. Il y en a d'autres, évidemment. Donc, j'ai envie de vous donner quelques idées, si jamais vous êtes dans votre entreprise, pour que, justement, votre entreprise soit dans ce domaine-là. Le premier, évidemment, vous le savez bien, c'est de diminuer la consommation d'énergie. Consommation d'énergie, ça veut dire que là, par exemple, il y a peut-être trop de lumière. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, en fait, vous savez quoi? Quand on parle de ce sujet-là, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout différemment. C'est marrant parce que je suis venue avec un Bolt et on en parlait. Et il me disait moi, franchement, l'environnement, c'est trop compliqué. Il me dit, c'est trop compliqué. Moi, franchement, je me contente de faire le tri des déchets. C'est pas mal quand même, le tri des déchets. Aujourd'hui, je pense que par rapport aux années, il y a une trentaine d'années, il y a des choses qui sont apparues. C'est, par exemple, les poubelles. Les poubelles différentes.
Avant, on avait ça juste dans notre immeuble. Maintenant, ça a été intégré dans les entreprises. Quelle autre idée? Ah oui, ça, je pense que vous l'entendez aussi. Juste là, levez la main ceux qui ont leur PC. Levez la main. Il n'y a aucun jugement, ne vous inquiétez pas. OK. Qui est-ce qui, à la fin de sa journée, l'éteint? Levez la main. Qui est-ce qui fait rien? Qui le ferme comme ça? Je me mets dedans, hein, parce que moi je suis humaine aussi. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est des réflexes au final qui sont pas très importants et qu'on pourrait faire facilement. Donc vous imaginez qu'il y a une éducation à faire sur ce sujet-là. Et en fait, l'éducation à faire, elle n'est pas tellement dans l'entreprise. En fait, c'est nous. L'impact, c'est nous. C'est à nous de changer. C'est à nous quasiment d'obliger. Et en fait, c'est important que je vous dise ça parce que vous êtes la nouvelle génération. En 2025, la force de travail, la force vive, c'est ceux qui auront entre 20 et 40 ans. Qui est-ce qui aura entre 20 et 40 ans en 2025? Levez la main. Faites le calcul dans vos têtes parce que là, entre 20 et 40 ans en 2025. Levez la main. Voilà, vous m'avez fait peur. Mais, alors, je repose la question. Qui aura moins de 20 ans? OK. Qui aura plus de 40 ans? Ah, OK, d'accord. OK. C'est intéressant parce que... est-ce que je vais en parler là de ça? Pensée rémunération... non. Bon, les seniors. Non, mais je m'implique dedans parce que malheureusement, même le Pôle emploi ne nous aide pas. Parce qu'ils nous disent qu'à plus de 45 ans, on est des seniors. Donc c'est légèrement traumatisant. Et on se dit, ah ouais, quand même. Et sachant que là, on est en pleine négociation, sur quel thème? La retraite, qu'on veut allonger. Et c'est intéressant parce qu'on va en parler tout à l'heure. Quelle autre idée? Ah, l'envoi des mails. Pour l'envoi des mails, soyez honnêtes. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui envoient des mails avec des pièces jointes? Ouais, ah oui. Par curiosité, tiens, qui est-ce qui envoie son mémoire aussi par mail? OK. Ouais, mais sinon ça marche pas, effectivement. Alors après, ça peut être aussi parce qu'on a envie de donner des preuves. Parce que, regardez la question que je vais vous poser. Qui est-ce qui a déjà vu en entreprise, ou qui lui-même l'a fait, mettre en copie toute la planète? Mettre en copie toute la planète. C'est-à-dire son boss, la secrétaire, pour être sûr que le message, il a été passé. C'est humain, moi j'ai fait, clairement. Donc une des actions, c'est ça aussi. C'est d'éviter d'envoyer soit des pièces jointes, soit de mettre toute la planète en copie. Faites-vous confiance. Quel autre sujet sur lequel on pourrait parler sur l'environnement et le développement durable? Le transport. Le transport. Qui est-ce qui vient en transport en commun? OK. Qui est-ce qui vient éventuellement en vélo? OK. Plus maintenant? 3 personnes. Qu'est-ce qui vient éventuellement en voiture? OK. Une dizaine de personnes. Donc, vous imaginez bien que la meilleure réponse par rapport à ce thème-là, c'est évidemment transport en commun ou le vélo, effectivement. Et il y a aussi le covoiturage. Qui est-ce qui, s'il bossait dans son entreprise, qui met en place le covoiturage, merci, le ferait, participerait? OK. 5 personnes, ouais, une petite dizaine de personnes. Alors c'est intéressant cette réaction parce que quand je pose cette question en entreprise, en fait, j'ai pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas envie d'être avec quelqu'un d'autre dans la voiture, avec son voisin, avec son collègue ou son manager, etc.
Et ça me fait souvent rire, parce que vous voyez, quand je dis qu'il faut faire des efforts, bah ça demande des efforts, par exemple. Et pourtant, on parle de transport. Et pourtant, on parle d'un sujet qui participe largement à l'impact écologique. Quelle autre idée? Pensez au... Ah non, le gaspillage alimentaire. Où est-ce qu'on peut... Le gaspillage alimentaire, c'est quoi? Moi, je trouve ça choquant personnellement. C'est quand des grandes enseignes... je vous dis par exemple par rapport à mon expérience quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez Pizza Hut. Et c'est hallucinant le nombre de pizzas qu'on jetait. Et vous savez pourquoi? Soit parce qu'on s'était trompé d'un ingrédient, soit parce qu'elle n'était pas à la bonne taille, un peu cramée ou quoi que ce soit. Et donc, on se retrouvait. Moi, j'étais prodeuse. Donc, les prodeurs, c'était ceux qui balançaient les pâtes là, et qui faisaient la pâte classique. Maintenant, c'est plus ça, c'est du congelé. Bref. Donc, ça en faisait partie. Et le gaspillage, c'est quoi aussi? C'est les grandes surfaces. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que, de ce que je vois, c'est qu'il y a une amélioration là-dessus. Donc ça, c'est important. Quelle autre idée? Pensez au réemploi. Qui est-ce qui a acheté des vêtements on est quand là? Aujourd'hui, ce mois-ci. Qui? Ce mois-ci. On est le 21 février. Qui a acheté des vêtements? Ok. 30 personnes à peu près. Ouais. Qui est-ce qui serait prêt à acheter des vêtements qui ont déjà été portés? Une vingtaine de personnes. Ouais, 30, non, mais c'est intéressant parce que quand on parle de réemploi, on est en train de parler de ça, de vêtements qui peuvent avoir une seconde vie. Les chaussures aussi, mais les chaussures, c'est encore autre chose. Bref, donc vous avez compris, il y a plein de choses à faire sur ce thème-là. La diversité. Alors, qui est-ce qui a entendu déjà parler de la discrimination? Levez la main. Ouais, quasiment. Okay. J'espère que tout le monde a levé la main, parce que sinon c'est dramatique. La diversité, c'est un des sujets les plus complexes dans une entreprise. Parce qu'on parle de qui? On parle de personnes, donc il y a ce qu'on appelle les discriminations, avec l'âge, le sexe, la religion, même, ça c'est intéressant, quand on parle du CV anonyme, vous savez, c'est terrible, hein, mais c'est parce que c'est vrai, j'ai été aussi des rages, donc malheureusement ça existe. La discrimination liée à l'endroit où on vit. Ouais. Vous savez quoi? Je vais même être très honnête avec vous, très honnête. C'est qu'aujourd'hui, donc j'habite à Colombes. Colombes, c'est dans le 92. Le 92, un des plus riches, non, c'est le plus riche département de toute l'Île-de-France. Et oui, c'est vrai, exact. Et j'ai dû déménager là, dans 95, à Argenteuil. Ça fait réagir dans la salle. J'aimerais bien savoir pourquoi vous riez. Voilà, bon. C'est ma vision, hein. C'est ma vision. C'est pas loin, mais c'est pas le 92, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas loin, c'est évidemment. Donc je vais redéménager dans Colombes, c'est pour vous dire. Ceci explique cela. Non, mais tout ça pour vous dire. Non, mais c'est terrible. Parce que ça, c'est une discrimination qui existe dans le recrutement. Comme un nom de famille. Moi, je vous le dis, et je le dis de manière très honnête, je m'appelle Aude Célie. S-E-2-L-Y. On ne peut pas trop savoir que j'ai des origines éventuellement africaines. Et j'ai toujours su que c'était une chance, honnêtement. Il faut savoir dire la vérité à un moment donné aussi. Il faut assumer. Donc la diversité, évidemment, ça implique aussi... Alors, cette question peut paraître gênante. Et puis, vous savez quoi? C'est tellement gênant qu'en fait, on est en plein thème. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été reconnues travailleurs handicapés et qui l'ont dit à leur entreprise? Personne. OK.
Alors, les travailleurs handicapés. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a l'handicap visible et l'handicap invisible. Vous avez des personnes, donc évidemment, si je vous dis handicap visible, vous allez me dire ceux qui sont en fauteuil roulant, en chaise roulante. Sauf que quelqu'un qui va avoir une diminution au niveau de son oreille, enfin de l'audition, c'est une personne qui peut être reconnue travailleur handicapé. Vous avez des personnes, et vous n'imaginez pas à quel point ça existe, c'est des personnes qui ont des déficiences au niveau de la santé mentale. Quand je parle de ça, je vais être encore plus honnête avec vous, on m'a reconnu bipolaire. On m'a remarqué, enfin on m'a destiné, enfin bref, on a prévu que, enfin bref, on a considéré que j'étais bipolaire, et a priori ça ne se voit pas. A priori, on ne peut pas imaginer ça d'une personne qui a écrit des bouquins, qui éventuellement a fait beaucoup de médias, qui effectivement fait des conférences, et blablabla, etc. Sauf que, vous savez quoi, j'ai tellement hésité à en parler dans mes livres. Vous savez pourquoi j'ai eu peur d'en parler, à votre avis? Le jugement. Le jugement. Aude, qui se fait interviewer sur le thème du burn-out, moi je me disais, ça y est, ils vont me prendre pour une folle, ils ne vont pas me prendre au sérieux. Ma mère était, parce que malheureusement elle est partie, elle était schizophrène paranoïde. Et ce qui est fou, c'est que dans ces maladies, dans ces pathologies, vous n'imaginez pas le trésor que ces personnes peuvent représenter. Je ne parle même pas d'autisme. Donc la diversité, c'est au-delà, ça va au-delà d'avoir quelqu'un qui est en chaise roulante. Il y a plein de cas qui malheureusement font partie des problématiques pour qu'on soit une entreprise responsable. L'économie locale. Alors, l'économie locale. Qui est-ce qui achète ces légumes en dehors des supermarchés? Qui le fait? Vous les faites où? Au marché. Okay. Une vingtaine de personnes. Ok. Ok. Qui est-ce qui connaît Act for Good? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est quoi? Ou c'est qui? 5 personnes. Peu. Qui a parlé? Act for Good, c'est Carrefour. Et Carrefour, ils ont décidé... Ah, vous savez quoi? Qui est-ce qui a l'application Yuka? Ouais, yes. Ouais. Yuka, ça fait quoi? Ceux qui l'ont, ça fait quoi? On scanne et on voit la répartition des additifs et quoi que ce soit, etc. Ça, vous savez quoi? Ça cartonne. Ça cartonne parce qu'aujourd'hui, on veut manger mieux. Aujourd'hui, on a envie de manger sain. Vous savez, est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière, alors ça c'est quand même énorme, c'est que, comment il s'appelle là, Kinder. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinder l'année dernière? Ouais. Il y a eu une espèce d'intoxication, je ne sais plus vraiment. Et en plus, ils n'ont pas eu de chance, c'est arrivé en plein Pâques. Donc pour franchement faire leur business, ça a dû être très compliqué. Il y a eu aussi le même sujet avec des pizzas. Alors, vous imaginez qu'il y a des enfants qui ont été hospitalisés. Vous imaginez le message que ça envoie. Moi, personnellement, ça ne donne pas envie d'en racheter des pizzas, comme ça, en tout cas. L'économie locale, c'est quoi aussi? C'est le fait de prendre... Vous savez quoi? Quand j'ai pris encore le Bolt, j'ai dit beaucoup de choses à ce garçon. En fait, je suis parlé du côté... je vais parler d'une ferme urbaine qui est en train d'être construite à Colombes. J'aime tellement cette ville. C'est la première ferme urbaine qu'il va y avoir dans toute l'Europe. Et c'est une ferme urbaine où il y aura des producteurs qui vont vendre directement, circuit court, leurs légumes et leurs fruits. C'est juste génial. Il y a un truc aussi qui est important, c'est à quel point... On en parlait pourquoi? Parce qu'il me disait que ce matin, vous savez depuis combien de temps il n'a pas plu en France? 31, exactement. Ouais. 31 jours sans pluie. Alors nous, peut-être qu'effectivement, ça n'a pas particulièrement d'incidence, mais croyez-moi que là, les agriculteurs, on n'est même pas en été.
sachant que les nappes phréatiques durcissent, entre guillemets, le sol durcit. Donc même s'il pleut, l'absorption prend du temps exactement. L'économie locale, c'est quoi aussi? C'est justement, c'est de faire... Alors, franchement, tant pis, je vais vous en parler, mais l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, je trouve ça génial. Parce que on intègre, on fait attention aux agriculteurs. Est-ce que vous savez qu'un agriculteur n'a pas de jour de repos? Est-ce que vous savez qu'un agriculteur, en moyenne, gagne 300 € par mois? Je ne sais même pas comment ils font. Et ce qui est intéressant, alors je vous le dis aussi, c'est que les agriculteurs, c'est les premiers domaines de métier qui se suicident. Je pense que vous avez entendu parler d'ailleurs d'agriculteurs qui ont fait l'amour dans le pré d'ailleurs, et qui sont suicidés. Ce qui joue là-dedans, dans l'économie locale, et je pense qu'il faut que vraiment on l'ait en tête, c'est le lien. Le premier argument, et d'ailleurs c'est ce qui a joué aussi dans ma tentative de suicide, ce qui joue énormément avec les agriculteurs, c'est la solitude et c'est l'isolement. Et vous allez rire. Quand on a commencé à réfléchir en disant « Ah ouais, ils n'ont pas beaucoup de repos quand même », vous savez combien on a mis en place, enfin ils ont mis en place avec la mutuelle agricole, une semaine de répit. Une semaine de répit dans l'année. Une semaine où il y a quelqu'un qui vient, entre guillemets, les remplacer. Est-ce qu'une semaine, c'est reposant? Même pour vous, hein, sans être agriculteur. Hein. OK. Est-ce que 2 semaines, c'est reposant? Est-ce que 3 semaines, c'est éventuellement reposant? Exactement, ça commence. En fait, il faut que vous ayez en tête qu'il y a ce qu'on appelle, j'appelle ça le syndrome... Ah, on va lever la main. Lever la main par rapport à la question, c'est est-ce qu'il y en a qui, parfois, ont le syndrome du dimanche soir? Ça veut dire qu'à partir de 13, 14, 15, 16, on commence déjà à se dire « Ah, j'ai pas envie d'y aller. » Voilà. Oui, donc, effectivement, oui, donc... On est beaucoup à être concernés. Donc, effectivement, en fait, souvent, ce qui nous fait tenir, et je le dis souvent d'ailleurs dans les 4 familles de protection pour éviter l'épuisement professionnel. Donc, quand je dis qu'il y en a 4, donc les 4 que je partage en entreprise ou etc., c'est 1, l'observation. Il y a des signaux. Quand quelqu'un est en train de sombrer, il y a des signaux. Je ne sais pas comment vous faire un cours dessus, mais voilà. Il y a l'écoute, parce que ça s'entend. Quand quelqu'un est en train de sombrer, ça s'entend. Vous savez quelle est la phrase qui se dit le plus chez un médecin généraliste? La phrase qui se dit le plus. Peut-être en ce moment, c'est vrai. Mais sinon, la phrase, c'est « je suis fatigué ». Qui est-ce qui a pensé cette phrase pendant ce mois? Levez la main. Je suis fatigué. Voilà, donc, quand je parle d'économie locale, je vous parle de tout ça. Je vous parle de personnes, je vous parle de professionnels, je vous parle d'individus qui ont besoin d'argent, enfin, qui ont besoin de liens. Les entreprises qui auront compris ça, c'est les entreprises qui seront plus que responsables. Elles sont quasiment citoyennes. L'éthique. Ah, l'éthique, regardez les mots. Choix, déontologie, conscience, préserver... Droiture, respect. Oh, vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. Pour illustrer ce point. J'ai dû faire des recherches de dingue, mais bon. Normalement, c'est cohérent. Nous sommes en juin 2016. 2 lettres anonymes sont adressées depuis les États-Unis à certains membres du conseil d'administration de la banque Barclays, ainsi qu'à un autre cadre supérieur. Ces 2 lettres concernent nommément un certain Tim Main, ami et ancien collègue du président de la Barclays. Monsieur Tim Main est un banquier reconnu sur la place. Il fait partie des nombreux employés que le PDG actuel a fait venir d'une autre banque, donc JP Morgan, pour redresser la Barclays. Jusqu'ici, j'ai envie de dire rien d'extraordinaire en soi.
Ces 2 lettres anonymes abordaient des questions de nature personnelle sur le passé de M. Main, notamment lorsqu'il travaillait avant chez JP Morgan. Elles remettaient en question la pertinence de son recrutement à la Barclays. On parlait d'une question de favoritisme. Ces lettres étaient très basiques, remplies de grossièreté très malveillantes, et donc elles n'apportaient pas plus d'informations sur ce recrutement. Néanmoins, l'équipe conformité de la banque a considéré ces lettres comme une alerte et les a donc traitées comme telles. Dès lors, la question de la légitimité et de la pertinence de ces lettres n'est plus en question. La direction de la compliance, donc la compliance c'est le service qui s'occupe des plaintes, a lancé une enquête selon les procédures en place dans l'organisation. Ces règles stipulaient notamment que si un informateur demande l'anonymat, l'entreprise doit respecter cette demande. Et c'est ici que se pose le problème, en fait. Monsieur Jess Staley, c'est le PDG, considérait celle-ci comme une attaque injuste. Il a donc chargé l'équipe de sécurité de l'information de la banque de démasquer son auteur. Mais ce dernier était désormais considéré officiellement comme un lanceur d'alerte. Une première tentative d'identification a été stoppée. L'équipe conformité, informée de cette demande, a alors indiqué à M. Staley ainsi qu'aux équipes sécurité que les actions n'étaient pas appropriées. Un mois plus tard, l'investigation était terminée et finalement classée sans suite. C'est alors que M. Staley a retiré sa demande de recherche de l'auteur des lettres anonymes auprès des équipes de sécurité. Sans succès, le lanceur d'alerte n'était toujours pas identifié. Tout aurait pu s'arrêter là. C'est alors qu'une autre personne anonyme a tiré le signal d'alarme, cette fois directement à l'encontre de M. Staley, donc le PDG, mettant en lumière son comportement contraire aux règles de l'organisation. Maintenant, en pratique, il est tout à fait possible que M. Staley échappe à toute sanction. Car oui, les excellents résultats de M. Staley à la tête de Barclays aidant, s'en séparer est une décision difficile à prendre vis-à-vis des actionnaires et analystes. Et c'est ici qu'il y a un vrai problème, un réel problème. Les lettres ont été considérées par l'équipe conformité comme remplissant les critères de la procédure d'alerte mise en place dans l'organisation. Elles ont donc été traitées comme telles. L'auteur ayant requis l'anonymat, les règles de l'organisation devaient le protéger de toute mesure de rétorsion potentielle. Chose que le PDG lui-même n'a pas respectée en tentant de démasquer l'auteur des lettres. M. Staley a bien été condamné par la justice britannique pour violation de l'anonymat dans cette affaire d'alerte. L'amende n'était pas purement symbolique pour une personne physique, près de 650 000 livres, tout de même. La banque Barclays a également été condamnée en tant que personne morale pour la même affaire à une amende de 11,6 millions de livres. Malgré la sanction judiciaire, M. Staley est resté en poste. Nous vous l'avons annoncé. Bref. Ah si, sanction. Le conseil d'administration a toutefois réduit son bonus annuel de 500 000 livres. Alors, quand on parle de l'éthique, du coup, quand on parle de l'éthique, qu'est-ce que cette lettre dit au final? Qu'est-ce qu'elle dit au final? Voilà. Non seulement ça n'a pas été respecté, l'anonymat, mais c'est le PDG qui n'a pas respecté les règles. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise fonctionne quand l'employeur n'est pas exemplaire? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur l'éthique n'est pas une façon d'être connecté aux enjeux de ah oui, non, mes salariés, ils me regardent. Mes salariés, vous savez quoi? S'il y a finalement une phrase que vous devriez retenir de l'éthique, c'est tout ce qui se fait à l'intérieur, tout ce qui se dit à l'intérieur d'une entreprise se sait à l'extérieur. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous bossez, même à l'école au final, vous en parlez.
Vous prenez un verre avec des amis, entre vous, et vous parlez de ce qui s'est passé dans la journée. Vous parlez de vos profs, de vos intervenants. Vous parlez des devoirs qu'on vous donne, de la pression qu'on vous met. Donc en fait, tout ce qui se passe dans une organisation, que ce soit vos études, et en plus c'est intéressant parce que vous êtes... Qui est-ce qui est en apprentissage ou en contrat de professionnalisation? Merci. Ok. C'est encore plus intéressant pour vous parce que vous êtes sur 2 sujets, à la fois l'école et à la fois l'entreprise. Et ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais de l'accompagnement d'étudiants, c'est que vous êtes beaucoup sous pression. Et en fait, je pense que la dernière chose qui s'est passée, enfin, la dernière chose, il se passe tellement de choses, mais j'ai fait un cours dans une autre école, et il y a une jeune fille qui est venue me voir entre midi et au moment de la pause, et en fait, elle a pleuré de midi à midi 51, je me rappelle. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Et elle n'a pas arrêté de pleurer parce qu'elle était sous pression. Et elle n'a pas arrêté de pleurer parce que je vais vous raconter, bon, en une phrase, hein. Elle est donc, je ne sais plus, ingénieure dans une entreprise, ingénieure environnement dans une entreprise, et son employeur, son manager, exige d'elle qu'elle soit aussi compétente et aussi impliquée qu'une personne de son équipe qui a plus de 10 ans. Est-ce que c'est normal ? À votre avis, quand est-ce qu'elle pleure, est-ce que ça veut dire qu'elle est heureuse dans sa vie pro ? Non. Donc l'éthique, c'est ça. Je suis même pas... quand je donne un cours sur justement la diversité, je montre une slide avec plus de 150 valeurs. Et je demande à vous, quelles sont les 3 valeurs qui sont les plus importantes pour vous ? Donc si je vous pose cette question, quelle serait la valeur la plus importante à vos yeux ? Ça commence par un. Dites-moi. Celui-ci, allez, à 95%, il commence par un R. Le respect. Et en fait, c'est intéressant ce que je vous dis là, parce que les valeurs, tout a un lien, tout a un lien. Je vous ai parlé au début du burn-out. Je vous ai parlé au début que c'était la pathologie de la perte de sens et du conflit de valeurs. Donc ça, si l'entreprise ne le respecte pas, sachant que la porte d'entrée dans le processus de l'épuisement professionnel, c'est la valeur qu'on accorde au travail et à l'effort. L'entrée dans le processus, c'est la valeur qu'on accorde au travail et à l'effort. Et quand on a... Et en fait, vous savez quoi ? Qui sont vos modèles ? Non, plutôt, je vais poser une autre question. Les valeurs, parce que là, on n'a pas le temps. Ouais. Les valeurs, en fait, elles nous sont apportées par notre famille et par notre entourage, nos profs et évidemment dans le milieu professionnel, etc. Et en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a une chose peut-être qu'on oublie et qui est valable malheureusement aujourd'hui, c'est que si elles ne sont pas exemplaires, les personnes ne peuvent pas être motivées. Elles ne peuvent pas trouver du sens. Parce qu'au moment où la personne s'écrase, entre guillemets, la courbe, c'est quoi ? Ce que je vous disais, c'était le plaisir au travail, la première phase. La deuxième phase, c'est la phase d'alarme, parce qu'on commence à avoir du stress à long terme, le corps envoie des signaux. Et en fait, la troisième phase, elle arrive au moment où la personne se rend compte qu'elle fait des efforts, elle se rend compte que ce à quoi elle pensait, c'est pas la vérité. En fait, je vais même vous dire les verbatims, c'est donc ça la réalité ? Je ne m'attendais pas à ce que mon manager soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon collègue soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que le travail soit comme ça. Donc en fait, à ce moment clé, et je vous garantis ça, quand je travaille et que je fais réfléchir les personnes sur l'évolution de leurs symptômes et de l'organisation, il y a un moment clé qui fait qu'on bascule sur les 2 phases, donc la part d'estime de soi et la désillusion professionnelle. À partir de ce moment-là, c'est là où on bascule. Et malheureusement, si on n'accompagne pas, si on n'apporte pas de réponse à ces personnes-là, là où on a perdu le sens, la personne ne peut pas
ne peut pas reprendre confiance en elle, elle va perdre confiance, effectivement. Et malheureusement, si ce n'est pas traité, merci, le burn-out ne sera pas loin. Donc, la quête de sens, c'est l'assurance pour une entreprise de pouvoir être... Et du coup, ça va être ma conclusion. Est-ce que je fais tout le truc ? Voilà, conclusion, c'est que une entreprise qui est responsable, c'est une entreprise qui est innovante et qui est attractive. Quand je dis innovante, c'est aussi votre rôle. C'est aussi votre rôle de vous rendre compte qu'il y a des choses à faire. Peut-être que ce n'est pas facile à mettre en place, mais il faut au moins tenter. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Merci pour votre écoute. Donc on va passer, il reste que quelques minutes, donc on va passer aux questions. Donc via le live, n'hésitez pas à envoyer vos questions à causerie@idfc.saisie.fr. Sinon dans la salle, levez la main pour partager, pour discuter, pour échanger. N'hésitez pas, une question dans la salle par rapport à vos expériences peut-être ? Oui, attendez, je vous apporte un micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était top. Je me pose la question, en fait, combien de temps, ou combien de mois, d'années, pour que ça puisse, en fait, arriver à ce stade-là? Parce que j'ai beaucoup de collègues de travail, par exemple, qui ont déjà été en dépression et qui sont régulièrement, en fait, tout au long des années que je les côtoie, en arrêt pour des dépressions. Donc, je me pose la question si ce sont déjà des signaux, en fait. En fait, la dépression, c'est une conséquence de l'épuisement. Il y a une différence entre l'épuisement professionnel, le burn-out, et la dépression. En gros, c'est intéressant parce que quand une personne est victime d'épuisement professionnel, il suffit de l'enlever de l'environnement stressant et de l'environnement délétère pour qu'elle commence à aller bien. La dépression, c'est quand on va mal partout. Vie privée, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle. Ça, c'est la dépression. Et en fait, il n'y a pas de timing pour malheureusement mesurer quand est-ce que la personne va basculer et donc s'effondrer. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ces 4 éléments-là. Si vous perdez du plaisir dans ce que vous faites, là, commencez à vous poser des questions. Quand vous commencez à ressentir de la fatigue, une fatigue intense, qui n'est pas de la fatigue où on dort 8 heures et on retrouve la pêche. La troisième chose, c'est quand on développe une conduite addictive, qui est, vous avez des addictions, le sucre, le café, le sport même, les jeux, le Netflix et compagnie, la drogue, l'alcool et tout ça. Quand on commence à chercher quelque chose d'extérieur pour tenir, alerte rouge. Et surtout, le changement de comportement. Une personne qui était motivée, qui aimait son boulot, qui est en pleine forme, etc., et une personne qu'on ne reconnaît plus, il se passe quelque chose. Et c'est là où il faut faire attention. J'arrive avec le micro. En attendant, une question. Est-ce qu'il y a au niveau législatif, il y a des choses qui sont mises en place pour que les entreprises soient dans l'obligation de mettre en place des process ou autres aujourd'hui ? Je pense que si vous retenez un article, c'est l'article L4121. Non, 2. L'article L4121 qui dit, -1, qui dit que tout employeur a le devoir et l'obligation de mesurer et de protéger la santé physique et mentale des salariés. Le deuxième, L4122, c'est vous. En tant que salarié, vous avez l'obligation de penser et de réfléchir à votre sécurité, mais aussi de celui de votre voisin. Je pourrais vous donner 1 milliard de références juridiques, mais ça ne m'intéresse pas en soi. Ça, vous pouvez le trouver sur le net. Pardon. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, juste tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la fille qui pleurait là, dans la salle de classe. Mais pour moi, elle pleure parce que son patron il lui dit de faire comme les gens qui ont 10 ans d'expérience, ouais. Mais c'est elle qui a accepté. Et moi, je trouve ça bien. Son patron, il la valorise et il dit qu'elle peut faire comme ceux qui ont 10 ans d'expérience. Et elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non, elle l'a fait. Et finalement, elle se retrouve dans le rush et elle pleure, ok.
mais c'est elle qui a accepté en soi. Alors c'est très intéressant. Parce qu'il lui a pas mis le couteau sous la gorge, il lui a juste dit, et je trouve ça bien, moi, justement. La question est intéressante parce que c'est extrêmement difficile de nos jours, et pour vous, d'obtenir un contrat d'apprenti ou un contrat de professionnalisation. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand il y a un employeur qui vous dit oui, en général, vous y allez. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, je reprends du coup l'entrée dans le burn-out, enfin, le processus, c'est la personne, quelles sont ses valeurs. Si elle considère que c'est pas comme ça, du jour au lendemain, je ne vais pas lâcher l'affaire, si cette personne-là a envie de persévérer, elle va penser qu'elle va y arriver. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on lui a vendu et la réalité. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer pourquoi elle pleure. Mais en termes généraux, il n'y a pas que le fait que l'employeur lui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a d'autres questions ? D'autres questions dans la salle ? Et j'avais une question, moi, sur les entreprises qui vous font appel à vous. Est-ce qu'elles arrivent à faire rentrer tous leurs salariés dans ce process? Parce qu'il y a des gens qui ont des réticences à parler, justement, soit de leur handicap, soit de leur mal-être, soit... parce que, comme vous disiez, les origines de ces mal-être-là, c'est pas que forcément le travail, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que c'est facile pour vous d'arriver à trouver une cohésion où il y a des gens qui sont vraiment... qui n'arrivent pas à suivre le mouvement par rapport à ça? En fait, c'est intéressant dans le sens où il y a 3 niveaux de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire que l'entreprise est capable de réfléchir avant même que le risque existe. C'est-à-dire que, par exemple, elle va avoir un projet à mettre en place, elle est déjà en train de mettre en place avec ses managers, etc., l'éventualité que, si on met ce logiciel en place, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? La deuxième prévention, c'est la prévention secondaire. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, le stress, on ne peut pas l'empêcher. Donc on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des impacts et qu'on n'est pas tous égaux par rapport au stress. Mais la prévention secondaire, c'est OK, on voit déjà qu'il y a des informations, on voit déjà qu'il y a des signaux, donc on corrige tout de suite. Et la troisième prévention, c'est la prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'on attend que quelque chose de grave se passe et on réagit. À votre avis, quelle est la prévention qu'on utilise le plus en France? Le tertiaire. Donc en général, quand on m'appelle, c'est que généralement, c'est déjà le feu. 3 minutes. Autre question? En tous les cas, en ce qui concerne cette causerie, je dis souvent à mes étudiants que, au-delà de la quête de sens au travail, ce qui est important, c'est votre authenticité. Restez vous-même. Soyez en accord avec vos valeurs. Soyez en accord avec votre... Une entreprise, normalement, qui n'a pas d'éthique, vous allez perdre du temps, vous allez perdre votre temps. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous veulent monter leur... Ah bah tiens, qui est-ce qui voudrait monter sa boîte, éventuellement? Levez la main. Dans un monde idéal, ce serait... est-ce que je veux monter? J'aimerais bien monter. Ouais. Voilà, c'est pas forcément... On est sur une dizaine de personnes sur l'amphithéâtre. Ouais. C'est pas forcément facile. Et souvent, vous savez quoi? Ceux qui décident, et c'est souvent par ceux qui ont vécu un burn-out, ceux qui montent leur boîte, c'est parce qu'ils ont été déçus du salariat. Ouais. S'il vous plaît, si quelqu'un veut parler, veut interagir? Je suis désolée, j'entends pas. Oui, mais de toute façon, il faut attendre le micro pour que les personnes qui nous voient derrière l'écran puissent entendre également. Moi, j'ai dit, ils montent leur boîte, enfin, en tout cas, pour ceux que j'ai vus lever la main, c'est pas pour ça, c'est parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité et qu'ils veulent être leur propre patron, c'est plus ça. Enfin, je le vois comme ça, moi. C'est une partie de la réponse. Une partie, oui, effectivement. On va pouvoir conclure. Et puis, merci. On veut remercier encore chaleureusement Aude pour être venue nous parler de cette thématique qui vous concerne tous. Donc, merci. Donc, vous pouvez envoyer, si vous avez des questions, s'il vous plaît, sur causerie au pluriel
idfc@saisie vos questions liées aux causeries. Vous pouvez également revoir des replays sur la chaîne YouTube Saisie sur la playlist Les causeries saisies. La semaine prochaine, nous aurons une causerie sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, on fait le lien en fin de causerie. Merci à tous et bon après-midi. N'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn si vous le souhaitez. Voilà. Ce sera avec plaisir qu'on se mette en contact. Merci à vous, au revoir.